Oui, je suis. Oui, Gloria, tu peux te présenter? Oui, je suis la Gloria Baguidi en couple. D'accord. Machad, tu es toujours Et avec nous? Ok, vas-y. moi, c'est Machad Boni, célibataire, sans D'accord. enfant. Est-ce que moi j'ai besoin de me présenter? Oui, oui, c'est important. D'accord. Surtout le statut. Je veux savoir si ça a évolué en temps. Oui, mon statut il a évolué, je suis en couple. Ah, là, c'est intéressant. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, d'accord? Donc, fondamentalement, c'est comment faire pour construire la confiance en couple, d'accord? Donc, déjà, avant de commencer, moi, je pense qu'il est important qu'on plante déjà le décor, qu'on essaie déjà de voir si nous avons tous la même compréhension de la confiance. Donc, pour vous, c'est quoi la confiance? La parole est lancée, quelqu'un peut la prendre. C'est quoi, quoi? J'ai pas entendu. C'est quoi la confiance? C'est quoi votre ressenti quand on parle de confiance? Pour vous, ça signifie quoi dans une relation? Je peux prendre la parole. Oui, vas-y, s'il te plaît. Alors, la confiance, la définition terre à terre de la confiance, je pense que tout le monde la connaît. Quand on parle de confiance, ce n'est pas seulement littéralement, c'est un peu plus profond. Surtout quand on est en couple, quand on a un compagnon, une compagne, un mari, une femme. Ça va beaucoup plus loin. Je pense OK. qu'en couple, ce qu'est la confiance dépasse la définition de la confiance. C'est-à-dire, c'est l'amour, c'est le degré d'amour que nous portons pour le partenaire. C'est ça qui définit ce qu'est la confiance pour nous en couple. Faire confiance à son partenaire, c'est avant tout lui montrer le degré d'amour qu'on a pour cette personne. Parce que la confiance en amitié ou en affaires, on peut dire que oui, la définition terre à terre, ça va. Et que ce soit en amitié, si mon ami me trahit, eh ben je passe à autre chose très rapidement, je me trouve un autre ami. Mais en couple, c'est différent. Quand on fait confiance à son partenaire, je pense que c'est au-delà de ce qu'est la confiance. C'est plutôt l'importance que nous portons à cette personne. Voilà. Super, super, très bien. Alors, je suis en grande partie d'accord avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un avis là-dessus ou un complément. En temps, il y a Zonou Euh, Honorine qui nous a rejoint. Bienvenue dans ce talk. Machad, tu as quelque chose à dire? pour moi, la confiance, comme l'a dit la dame qui vient de parler, je pense que la confiance tout de suite, je me dis que peu importe l'aspect, peu importe le domaine dans lequel on va, qui parle de confiance, parle tout de suite honnêteté, parle sincérité, et, parle, parle vérité, si je peux dire ça comme ça. C'est OK. vrai que, c'est vrai que la confiance peut prendre plusieurs aspects. Mhm. Au-delà de, au-delà de vérité, au-delà de sincérité, au-delà d'honnêteté, quand on prend par exemple un autre domaine, on peut dire c'est la confiance que je te porte, par exemple, qui fait que, par exemple, j'ai un couple qui va mal et, et je vais envoyer ce couple-là vers toi. OK. Là, il ne s'agit plus de vérité, mais d'assurance. D'accord. Et d'assurance ou de sécurité, genre, que l'autre peut nous apporter. Genre, j'ai confiance en cette personne. Du coup, je peux me permettre de dormir à côté d'elle sans avoir Sans avoir l'inquiétude, peur. OK. voilà, que quelque chose puisse m'arriver. Donc, au-delà de l'aspect honnêteté, vérité et autres, il y a un aspect sécurité, assurance OK. et qui entre dans la confiance, le fait de pouvoir se fier à l'autre, les yeux fermés parfois, même si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est ce que moi, Dans le contexte du couple, hein, bien évidemment. Oui, oui, dans le contexte du couple, oui. D'accord. Gloria, tu as Mhm. un avis là-dessus?
Non, je n'ai rien à rajouter, hein. Je pense que les définitions ont été bien données. D'accord. Alors, en temps, il y a également Fréjus qui nous a rejoint. Bienvenue, Fréjus. Là, ça, c'est beaucoup plus pour Honorine et Fréjus. On est en train de faire un tour, d'accord, pour quand même être d'accord sur la notion de confiance. D'accord? Alors, ce que moi, j'aimerais savoir, d'accord, je pense que tous autant que nous sommes ici, on a déjà eu à faire au moins une expérience de couple. D'accord? Je ne dirais pas de vie de couple parce que ça implique vivre sous le même toit, mais on a tous au moins déjà été en couple une fois. Donc, quand vous êtes en couple, qu'est-ce qui vous permet d'avoir confiance en votre partenaire? Alors, Pour qu'est-ce moi, qui nous permet... Oh, allez-y, non, monsieur. non, allez-y, allez-y. D'accord. Je dirais, ce qui permet d'avoir confiance en son partenaire, ce sont les actes qu'il pose. Et D'accord. euh, c'est surtout réaliser ce qu'il dit. OK. Parce qu'un conjoint qui n'est pas capable de faire ce qui sort de sa bouche, je ne pense pas qu'on peut avoir confiance en lui. D'abord, ce sont dans les actes. Quels sont ces actes-là? Ce sont ces actes-là qui vous mettent en sécurité, qui vous permettent de vous sentir aimé par l'autre. Et ensuite, c'est l'accompagnement des dires, c'est-à-dire il réalise franchement et avec sincérité ce qu'il vous promet. Et ce sont des choses qui vous permettent d'être en sécurité en couple. En gros, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc, en résumé, en fait, c'est principalement le respect de la parole donnée. Donc, quand il dit quelque Exactement. chose, il le fait. Et par rapport à ça, on sait que cette personne-là, on peut compter sur elle. Exactement. D'accord. Machat? Pour moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, ce que je vais ajouter. En tout cas, chez moi, par exemple, la confiance, c'est beaucoup plus simple que ça. Pour moi, la confiance est dans les trucs les plus basiques. Si tu es quelqu'un quelqu'un qui ment, même en faisant ses blagues, je peux comprendre que tu veuilles me faire rire, mais quelqu'un qui, par exemple, c'est 1, elle dit c'est 2, ou bien c'est 1, diront 2. Or, elle sait que c'est 1. Genre, pour moi, la confiance, c'est les trucs les plus basiques, en fait. Genre, je vais mettre la notion d'honnêteté dedans. OK. Et pour moi, c'est le fondement. OK. Quelqu'un qui, pour qu'on puisse parler de quelqu'un qui tient sa parole, qui respecte sa parole et autres, là, la plupart du temps, il peut y avoir des gens qui ne respectent pas leur parole, pourtant, on peut les faire confiance. La réalité, c'est que peut-être quand il était en train de donner cette parole, il avait l'assurance de pouvoir la tenir. Sauf Oui. que peut-être derrière, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais quelqu'un qui ment, j'en suis de toutes petites choses. Tu as mangé quoi? J'ai mangé du spaghetti. Oh, tu as bu du gari. Genre, pour moi, en fait, la confiance, ça va aux notions les plus basiques, même qu'on inculque à un enfant. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire ça. Genre, Je voudrais rajouter quelque chose lorsqu'il aura terminé. Oui. OK. Qu'il finisse. Allez-y, monsieur Machat, finissez. OK. Donc, pour moi, en fait, dès que comment dirais-je, ce fondement-là n'existe pas, c'est difficile d'en mettre, ou bien c'est difficile de demander à la personne. Du coup, pour moi, ça va des notions les plus élémentaires, honnêteté, sincérité et autres là. Parole tenue et autres là. Derrière, la plupart du temps, on ne contrôle pas tous les événements. Je peux donner ma parole. Par exemple, hier, je devrais aller à l'anniversaire d'un neveu à moi. C'est moi qui ai acheté tout ce qui est boisson et autres là. Mais j'ai donné ma parole que je serai là à 20h. Sauf que, de façon imprévue, j'avais une réunion qui commençait au bureau à 19h. Je n'ai pas quitté le bureau avant 23h. Du coup, je n'ai pas pu être là. Pourtant, quand j'étais en train de dire que je viendrais,
J'étais sincère, j'étais au plus profond de moi-même, j'étais persuadé de pouvoir m'y rendre. Pourtant, si la personne me connaît réellement, la personne saura que ça dit, c'est pas pour ça, prochainement, la personne ne me fera pas confiance. Pourtant, je n'ai pas tenu une parole là. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. Je comprends. Et en fait, Donc, pour moi, j'ai une question pour toi par rapport à cet exemple spécifique. Est-ce que tu as quand même pris la peine d'appeler pour informer que tu seras en retard? Oui, dès que ma réunion était programmée pour 19h, j'ai appelé les parents de l'enfant pour dire, ah, j'ai un imprévu, j'ai une réunion qui est en train de commencer à 19h. Je ne sais pas à quelle heure va finir, mais dès qu'elle finit, je vais m'y rendre. Et effectivement, en rentrant, j'ai pris par là-bas à 23h. C'est vrai que la plupart des invités étaient déjà partis, mais j'ai dîné avec eux et j'ai pris une billet avant de partir. Ok, d'accord. Donc, Ida, je ne sais pas si dans son exemple-là, le fait de n'avoir pas pu tenir parole, mais d'avoir quand même pris la peine de prévenir, est-ce que c'est valable pour, dans le sens du respect de la parole donnée? Oui, c'est justement pour cela que je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il est en train de dire. Nous parlons effectivement de confiance, mais nous parlons surtout de confiance en couple. C'est-à-dire, on peut être une personne vraie en amitié et en affaires et être une personne totalement différente en amour. Ça, c'est vrai. Donc, son exemple qu'il a donné, il peut être correct pour qu'on lui fasse confiance en amitié comme on en fait et ne pas l'être en amour avec une autre femme, c'est-à-dire avec une femme qui est sa conjointe, pas son amie. Donc, la confiance en amitié ou avec les parents, les amis, ne fait pas de vous un homme en qui on peut avoir confiance en amour. Oui, mais que je voulais ça ajouter, reste je un pense exemple, que c'est... Oui, je suis d'accord que ça reste un exemple, mais ne confondons pas le fait que des hommes corrects avec nous comme amis puissent décevoir leur compagne. Le fait, est-ce que par exemple, lorsque un couple est un couple, lorsque vous disiez à votre compagne, par exemple, ah chérie, on va dîner ce soir, je vais essayer d'arriver à temps. Et puis une fois, 2 fois, ça va. Parce que des trucs comme ça arrive à tout le monde. Mais en amour, lorsque vous dites à votre compagne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais t'amener dîner, et qu'à la dernière minute, vous avez une réunion programmée, c'est vrai que vous l'avez appelé pour lui dire, ah, je ne pourrai pas, j'ai une dernière minute de réunion. Ça peut me suffire pour ne pas vous faire confiance parce que à chaque fois que vous me promettez de m'envoyer dîner, il y a toujours quelque chose de plus important qui arrive. En ce sens, je ne pourrais pas faire confiance à un homme comme cela. Parce que ce n'est pas arrivé une fois. Une fois, il n'y a pas de problème. 2 fois, 3 fois, même, il n'y a pas de problème. Mais toutes les fois, il y a un problème. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ne confondons pas le fait d'être sincère en amitié, en affaires, au fait de ne pas l'être en amour. C'est tout. D'accord. Je ne sais pas si Gloria a quelque chose à dire par rapport à ça. Gloria, tu es là? Bon, dans ce cas, on va prendre peut-être l'avis de Fréjus. Fréjus, est-ce que vous êtes connecté? OK, Fréjus a levé la main. Il va prendre la parole. Il faut activer le micro. Ok, d'accord, c'est bon, c'est fait. Voilà, merci super. beaucoup, Christian. Salut à tout le monde. Salut. Alors, bon, Bonsoir. j'ai bien écouté l'avis des participants et autres en ce qui concerne comment avoir confiance, sur quelle base avoir confiance à son partenaire. Bon, je avoue que c'est un peu relatif. Le plus important, c'est quoi? Avoir confiance se trouve, selon moi, dans les détails et les actes, et surtout au niveau comportemental, parce que lorsque ton partenaire ou ton conjoint pose des actes ou dit des choses qui vont à l'encontre de la réalité, pour ne pas dire que cette personne aime mentir, ça pose un problème de confiance. Ou quand il y a peut-être des cachotteries, des trucs qu'on ne te dit pas et que tu apprends peut-être
pose un problème de confiance sur moi. Donc, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu plus compliqué. En fait, tu peux avoir confiance à la personne tant que la personne te fait constater que, c'est-à-dire, parfois, tu es là, tu as pleinement confiance en la personne, tu as des choses que tu ne peux jamais imaginer que la personne va dire ou bien que la personne fait, mais subitement, tu apprends des choses, tu tombes des nues, quoi, et puis ça casse intégralement la confiance. Ça c'est un peu l'histoire de Abou, ça. Hein? Abou? Oui. Abou. Ah, ok, Abou. Ok. Alors, je pense que là, il y a Gloria qui est revenue. Gloria, tu aurais un avis là-dessus, sur la question? La question étant, Allô? oui, qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en une personne quand tu es en couple? Bon, je pense que avoir confiance en une personne, c'est déjà par rapport au comportement du partenaire. Hein. D'accord. Je pense que quand tu es avec quelqu'un, c'est avec le temps, tu essaies de connaître la personne, tu essaies de voir un peu son fonctionnement. Et c'est en fonction de ça que tu détermines si le partenaire est digne de confiance ou pas. Donc, c'est comme, je crois, Dame Ida l'a dit tout à l'heure, je crois qu'elle a donné un exemple. Oui. Je pars pour cet exemple-là. Quelqu'un te promet, puisque la confiance en couple est vraiment différente de la confiance en amitié. C'est carrément pas la même chose. Donc, c'est en fonction du comportement en fait, de la personne que tu détermines si ça va ou pas, quoi. Si j'ai un partenaire qui a l'habitude de, comme elle l'a dit, me promettre un dîner et que chaque fois on n'arrive pas à le faire, je ne peux pas me dire que cette personne est digne de confiance. Ou comme, j'ai oublié le nom du participant qui est passé tout à l'heure aussi, l'a dit. C'est juste. Ok, voilà, oui, très juste. En fait, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est à travers le comportement de la personne. Qu'on arrive vraiment à détecter. Je ne peux pas rester là du jour au lendemain et dire que, bon, j'ai confiance en telle personne. Il faut certaines situations pour vraiment dire, telle personne, je peux avoir confiance en elle ou non. Mais si il y a une situation que j'apprends peut-être ailleurs ou quand il y a du mensonge, bon, ça ne me permet pas de dire que j'ai confiance en cette personne, quoi. D'accord. Alors, en temps, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Je vois ici GN. Je ne sais pas qui c'est. Si la personne peut se présenter, ça va être top. Ah, bon, elle est partie. Oui, Fréjus a levé la main. Ok, je voulais quand même ajouter que déjà, vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on tombe amoureux d'une personne, en quelque sorte, on a tendance à faire confiance facilement, d'accord? Et la confiance vient de manière instantanée, c'est-à-dire on ne cherche pas, on ne se met pas déjà dans la peau de quelqu'un qui est en train d'analyser le comportement de la personne, mais on a tendance à faire une confiance dans un premier temps donné, mais au fil du temps, c'est les actes que pose cette personne, la manière dont cette personne se comporte avec toi, soit qui renforce cette confiance que tu as déjà au départ, ou soit qui tue carrément la confiance. Et ce qui est mortel, c'est que tu te rends compte que tu es avec une personne avec laquelle tu es sûr qu'il n'y a pas de raison que cette personne te fasse quelque chose qui va à l'encontre de ce que de l'estime que tu lui as donné. Mais après 5 ans, 6 ans, 10 ans, on pose des actes qui te clouent, quoi. Donc, c'est ce que moi, je vais ajouter. Là, en termes de confiance, il faut faire vraiment attention. Vraiment attention. Il faut quand même mettre un peu de réserve. C'est vrai que c'est difficile, mais ça dit, si tu ne sais pas faire, tu iras te suicider. D'accord. Donc, en résumé, en fait, tu dis que en général, on suppose, enfin, et ça c'est vrai, on suppose en général que la personne qu'on a en face de soi est de bonne foi. D'accord? Et en se basant sur cette supposition-là, on fait confiance.
Donc, aveuglément, on griffe, d'accord, jusqu'à ce qu'on commence par avoir au fil du temps certains comportements qui ne nous rassurent pas forcément. C'est bien ça. Hein? Oui, oui, c'est bien ça, hein, selon moi. Oui, Christian, c'est bien ça. Et j'ai même précisé que surtout quand tu es amoureux ou quand Oui, tu aimes la personne. bien évidemment, quand on est amoureux, allez, ça part dans tous les sens. Ida, vas-y, tu as la parole. Oui, je voudrais rajouter quand même que pour ne pas être, comment dire, profondément déçu, il faut éviter de, de, de donner une certaine confiance aux gens au début de toute relation. OK. Comme on le dit, la confiance, elle se gagne. Lorsque je rencontre quelqu'un aujourd'hui, quelle que soit la personne, il n'a aucun degré de confiance à mon niveau. C'est-à-dire, la confiance pour moi est à zéro. Nous sommes souvent très, très déçus lorsqu'au début de chaque relation, nous donnons immédiatement confiance aux personnes en face de nous. C'est-à-dire parce que j'ai rencontré une telle personne, elle est joviale, elle a l'air joviale, elle est gentille parce qu'elle m'a rendu un service. Automatiquement, je lui accorde toute ma confiance. C'est super dangereux pour votre épanouissement et pour votre émotion. Donc, du coup, au début de toute relation, il va falloir mettre la confiance à zéro. Et avec les actes que les personnes vont poser, il faut aller degré par degré, lui donner 10 points, 20 points, 30 points, au fur et à mesure. S'il y a quelque chose qui a fait que vous n'étiez pas forcément d'accord, vous enlevez des points pour éviter d'être profondément déçu. C'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. Donc, en résumé, et je trouve que c'est quand même assez pertinent ce que tu dis. Dans une relation, on ne donne pas sa confiance, mais on la construit plutôt. Donc, plus on évolue dans la relation avec la personne, Exactement. en fonction de ses actes, en fonction de ses comportements, etc., on va construire en fait la confiance qu'on devrait avoir en cette personne-là. Donc, ne pas avoir confiance en se basant sur le néant, c'est bien ça. C'est ça. Très bien. Alors, Machad, tu lèves la main. Tu as un avis là-dessus? Et je vais dire que par rapport à ce que Frégis disait un peu plus tôt, Oui. et je pense que ça reste relatif. D'accord. Par exemple, et je suppose que tous autant que nous sommes, pour la plupart en tout cas, on n'est pas du genre à se mettre en couple avec la première venue ou bien le premier venu. Oui. Et généralement, la plupart du temps, même si c'est quelqu'un qu'on a croisé un jour au supermarché, c'est pas au supermarché là, on se met en couple et on parle tout de suite de confiance. Non. Derrière, la plupart du temps, on se met en couple avec nos connaissances, des gens qu'on a déjà fréquentés, ou soit vous partagez peut-être, en tout cas, un même centre d'intérêt sur quelque chose où vous avez l'habitude de vous voir, de vous fréquenter. Si je peux, donc, tout au moins, en fait, dire ça. vous êtes passé par une phase de connaissance de l'autre. C'est-à-dire, on apprend à connaître l'autre Voilà. un temps soit peu avant de se décider à se mettre en couple. Voilà, sans même être en couple. Maintenant, derrière, pour moi, en tout cas, quand on décide de se mettre en couple avec eux, c'est vrai que on dit plus la confiance est grande, plus la déception est douloureuse. Je suis d'accord, mais moi, ça a évolué avec le temps. Avant, je réfléchissais comme ça, mais aujourd'hui, moi, je fonctionne en donnant le bénéfice du doute aux gens. Okay. Si je me avec une personne et que je me mets dans la position où, genre, on va dire quoi, je ne peux pas être déçu. La plupart du temps, pas chez moi. C'est pour ça que je dis ça reste relatif et ça reste rattaché à chacun. La plupart du temps, par exemple, chez moi, ça ne peut pas marcher. Je suis le genre de personne qui va à fond. Si je peux dire ça comme ça. Ça veut pas dire, par exemple, à la première rencontre, je te donnerai la confiance de toute une vie. Non. Mais tant que tu ne poses pas, en fait, un acte pour me donner des raisons de ne pas te faire confiance,
je t'accorde le bénéfice du doute. C'est pour ça, moi, j'ai ramené la confiance à des éléments un peu plus basiques. Quelqu'un qui la vérité, quelqu'un qui te... Souvent, ces trucs-là, on n'a pas besoin de se mettre en couple avec un savoir. La plupart du temps, même, il y en a même qui mentent juste sur leur présentation. Et ça, la personne se... beaucoup de personnes le font. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On s'invente en fait une vie, on s'invente une personnalité qu'en réalité, on n'est pas. Voilà. Moi, je ramène la confiance, on va dire quoi, aux trucs les plus élémentaires. Quelqu'un qui te dit la vérité, quelqu'un qui est honnête. Depuis l'étape où vous n'êtes même pas en couple, jusqu'au jour où vous décidez de venir vous mettre en couple. Moi, je me dis que c'est sur cette base-là, en fait, on va dire quoi, c'est cette base de petits trucs, de petites choses, de petites vérités, là, en fait. On installe les premières pierres de la confiance qu'on va prendre le temps de développer ou d'anéantir, si je peux dire ça comme ça. Mais pour moi, en fait, je me dis que dès l'instant qu'on a décidé de se mettre en couple avec quelqu'un, il est important, jusqu'à ce qu'en fait, la personne pose un acte qui nous donne de quand même donner, pas dire quoi, le bénéfice du doute aux chances. C'est pour ça, moi, je dis souvent, on ne se met pas dans un couple avec un plan B, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu comme si, genre, on se met en couple, mais je dis, bon, il ne faut pas que j'aille à fond. Au cas où ça se passe, au cas où ça se passe mal, il faut que je fasse ceci il faut que je protège mon cœur de ci, il faut que je protège ci de ça. Genre, je me dis, en fait, mais la plupart du temps, en fait, moi, je me dis que, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. J'ai besoin de te faire confiance. Le jour où tu me donneras des confiance, ça changera et ça pourra ne plus jamais revenir. Mais à la base, depuis le jour où on décide de se mettre en couple, ça implique que déjà, on s'est fréquenté, je te connais honnête, je te connais d'autres. Sur cette base-là, on essaie de construire, de rendre un peu plus forte la confiance. Parce qu'on ne peut pas tout savoir dès si je peux dire ça comme ça. C'est un peu comme si quelqu'un avec qui on se voit tous les jours à l'église. Et à chaque fois qu'on s'est vu dans le cadre de l'église, les gens disent la vérité. Les gens sont sincères, tout le monde est à l'église. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. À l'église ou bien dans les mosquées, on est supposé être véridique. La réalité n'est pas toujours ça. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux pour mentir à l'église. En fait, ce que moi, je suis pas en train de dire que les gens, en fait, à l'église, tout le monde monte. On peut dire ça qui n'est pas forcément exact, qui n'est pas forcément vrai. Mais c'est... Et on va dire quoi, genre, ce n'est pas sur cette base-là, par exemple, ce n'est pas sur cette base-là que, par exemple, tu vas mettre une fortune à la disposition de cette personne, par exemple, une activité. Je me dis que la confiance, c'est plusieurs niveaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui assure tel domaine, sur tel domaine, sur tel domaine? Je peux te faire confiance sur tous les domaines et ne pas te faire confiance sur l'argent parce que je sais que toi, quand l'argent entre dans tes mains, tu deviens autre personne. La confiance... Ça, c'est pas faux. Pardon? Je dis ça, cet aspect-là, ce n'est pas faux. Voilà, donc, je me dis confiance, ça peut plusieurs aspects. Et c'est le temps, les expériences, les problèmes de tous les jours qui amènent et qui nous amènent à consolider cette confiance-là ou à la détruire, à la détruire, je vais dire. Donc, c'est ce que moi, je dis. D'accord. Donc, pour résumer ton propos, chez toi, la confiance, elle se construit dans un premier temps, en brief, l'amitié, c'est-à-dire pendant cette phase-là, pendant laquelle tu apprends à connaître la personne qui est en face de toi. Et lorsque tu t'engages, tu es déjà à un certain niveau de confiance parce que tu as besoin, en fait, de ce degré de confiance-là pour t'engager avec la personne. Et maintenant, en fonction de ce qui va se passer après l'engagement, cette confiance-là, soit elle va s'accroître ou soit elle va tomber. Et quand elle tombe, chez toi, c'est définitif, en fait. Tu ne donnes pas deux fois ta confiance. C'est bien. Ouais. OK, d'accord, c'est noté.
Gloria, comment tu donnes ta confiance, toi? Est-ce que c'est de façon progressive ou tu donnes ce que je vais peut-être appeler un crédit confiance et au fur et à mesure du temps, si la personne, elle se comporte bien, si elle se montre digne de confiance, ce crédit de confiance-là augmente ou plutôt ça va diminuer? Je pense que dès le départ, il faut apprendre à se connaître et c'est au cours de l'amitié, de l'apprentissage de se connaître que la confiance va naître ou que la confiance va demeurer. Moi, Ton micro a été coupé. allô? Oui, c'est bon. Ok, moi, je suis pas trop du genre à faire confiance tout de suite aux gens. J'essaie juste de te connaître, je suis là, tout simplement, j'observe et en fonction du comportement de la personne, je dis le comportement de la personne définit en fait comment les choses vont se passer, quoi. D'accord. Maintenant, après, si on suppose que la personne pose un acte, d'accord, qui fait que, franchement, la confiance que tu avais en cette personne-là, cette confiance-là, elle tombe complètement, est-ce que tu peux lui redonner une deuxième fois ta confiance ou c'est définitivement mort? Je ne dirais pas que c'est définitivement mort, mais ça va dépendre en fait de la personne. Si c'est mort déjà une fois et que je sais pas, on en parle, tu essaies peut-être de t'expliquer, je ne sais pas trop. Ouais. C'est en fonction de la réaction que celui que j'ai en face a. Hein. Bon, si je suppose par exemple qu'il a été infidèle. Ah. Non, parce qu'en réalité, c'est l'une des choses les plus courantes qui détruisent la confiance dans le couple. Parce que quand on est en couple, on se dit, OK, je te fais confiance, on est dans une relation exclusive, donc tu n'es pas censé avoir une autre relation en dehors de celle que nous avons. Mais en étant infidèle, la personne va trahir cette confiance-là que tu as placée en lui. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si je prends cet exemple-là, est-ce que tu penses que tu peux lui redonner ta confiance une deuxième fois? Ou quelle Non, explication est-ce qu'il je ne pourrait pense pas. donner qui va te rassurer? Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas. Ami, ça attend, mais je ne pense pas. D'accord. Machad, est-ce que tu pourrais redonner ta confiance après une infidélité? Oui, D'accord. Donc, tu pardonnerais l'infidélité et tu accepterais quand même la personne. ça dépend, hein, mais ça peut arriver. D'accord. Ça dépend de Il quoi. faut nous expliquer les conditions dans lesquelles ça peut arriver, s'il te plaît. Donc Je là moi, veux ça m'intéresse bien. Bon, pour déjà, on va dire quoi? Moi, je parle de... En tout cas, surtout en couple, hein, mais je ne parle pas des relations. Oui, on en est Voilà, surtout en couple. voilà. De deux. Moi, je pars du principe suivant lequel la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, l'infidélité, et quand il y a infidélité dans un couple, généralement, les deux parties sont coupables. C'est-à-dire, chacun a toujours une part de responsabilité. Maintenant, derrière, en fait, Ah oui? ma part de responsabilité dans l'acte, c'est jusqu'à quel pourcent. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends. Non, non, moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Non, attends, Je, laisse-le finir, il va t'expliquer. Ah, ah, ok. en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je dis que Ah, la plupart d'un couple, quand il y a infidélité, surtout chez la ouais. femme, généralement, l'homme peut tromper sa femme sans raison, la plupart du temps. Parce que, Ah, on va dire, la chair n'a pas tenu, ou bien les conditions étaient réunies, ça a eu lieu. Mais la plupart du temps, Ah ça oui, mais concerne la femme. attends. La femme aussi, elle est faite de chair et puis il peut y avoir des conditions également qui vont se réunir. Je suis d'accord, mais je parle d'un cas un peu plus général. Pour moi, en tout cas, Ok? de façon générale, quand une femme qui est en couple, quand on dit en couple, une femme qui est en couple et qui tient à cette relation, quand Mhm. cette femme-là
en vient la plupart du temps se tromper. Quand l'aspect macho du garçon qui dit « moi, je ne te pardonne pas », et moi, infidélité, ça veut dire que c'est terminé. La plupart du temps, quand on veut être un peu plus honnête, il y a toujours pas de responsabilité derrière. Ouais. Et toi, ça fait pas un mois. J'ai un ami, divorcé. Oui, vas-y, Les- ma chatte. Donc, les gens ont tout dit et ils ne te mettaient pas à être là. Il dit que sa femme est infidèle. Et je lui ai demandé, mais bon, est-ce que je peux savoir réellement ce qui s'est passé? Parce que c'est un couple quand même vieux de 7 ans, je vais dire, ils ont 2 enfants. Ok. Je discutais avec un monsieur qui me disait en fait, ils n'ont jamais fait l'amour en 2022. Nous sommes en septembre. Et pour lui, en fait, je pense que c'est depuis la fin de l'année 2021. Bien, C'est possible, ça. un peu avant la fin de l'année 2021. Parce que la dame avait eu des soucis au boulot et autres là. Et on va dire quoi? Il a eu à dépenser beaucoup de sous à cause d'elle. Parce qu'elle a mal géré, elle n'a pas été prudente sur un certain nombre de choses. Du coup, je pense qu'ils étaient un peu fâchés et ça a un peu fragilisé leur vie de couple, je vais dire ça comme ça. Donc, depuis ils n'ont pas divorcé, ils sont là, ils sont ensemble, ils forment le couple et autres. Mais il dit qu'en 2022, ils ont couché ensemble. Sauf que c'est un type que je connais très, je dis bien, très important. Il y a ce monde-là, Très quoi? ça sera une semaine sans faire l'amour au moins 2 fois au dehors. Parfois même pas avec. Du coup, je me dis, et la conclusion à laquelle moi je suis parvenu était celle-ci. Je suppose un seul instant que cette femme-là le sait. Parce que je suppose qu'avant que tous ces problèmes-là n'arrivent, par exemple, ils avaient un certain rythme. La femme est certaine du fait que l'homme va tenir, certainement au dehors. Okay. Du coup, pour moi, si après, je vais dire quoi? Oui, moi, cette femme-là n'a pas tenu, et par exemple, tu apprends qu'elle t'a été infidèle. Moi, je dis qu'au-delà de tout ce qu'on veut et autres là, au-delà de dire que la femme ne doit pas tromper l'homme et autres là, moi, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Parce que pour moi, s'il ne voulait plus d'elle depuis le problème en son temps, il fallait rompre là. Moi, je ne comprends pas le sens suivant lequel, par exemple, ils sont restés, ils ont formé le bon couple là, et ils ont continué par fonctionner normalement, sauf que le monsieur a coupé le sexe. C'est du genre, je vais te punir, quoi. Et pendant 8 mois, il a tiré au dehors. Il apprend que la femme l'a fait une fois, et c'est ça, il garde, quoi. Genre, c'est sur ça, il veut rompre. Donc, pour moi, quand il y a infidélité, en tout cas, je suis de nature, c'est vrai que ça fait mal et autres là, mais j'ai besoin de temps pour respirer. Mais dès que je finis de me calmer, derrière maintenant, il faut réfléchir quoi. Pourquoi ça a été comme ça? C'est vrai que dans la réalité, ça m'est arrivé une fois réellement de pardonner une infidélité, si je peux dire ça comme ça. Et j'avoue que honnêtement, moi-même, et sans que la fille n'ait à dire quelque chose, quand je me mettais à réfléchir, je me suis rendu compte que j'ai réuni en fait toutes les conditions pour que ça arrive. Le fait de ne pas me tromper, par exemple, aurait été, ça dit, c'est là la probabilité était un peu plus basse. Quand j'ai connu la fille en question, en termes de rythme, il lui suffisait de faire l'amour une fois dans le mois et puis c'était bon pour elle. Et je me suis mis dans une situation où, à un moment donné, en tout cas, quand ça allait vraiment bien, à un moment donné, on le faisait minimum 3 fois la semaine. J'avoue que c'était une époque où moi-même, j'avais plus que du temps, si je peux dire ça comme ça. Mais on est arrivé à une période où on se voyait minimum 3 fois la semaine. Okay. Sauf que derrière, il y a eu beaucoup de changements chez moi. Il y en a qui étaient professionnels, il y en a qui étaient personnels et autres. Et je n'ai pas communiqué. J'ai pas communiqué. Et sans m'en rendre compte, le travail, mes affaires et autres là m'ont vraiment éloigné. Et
on s'est retrouvé dans une période où, avant l'infidélité, quand je remonte en fait nos messages et autres, elle a demandé à ce qu'on fasse l'amour de la façon la plus directe possible à 6 reprises. Et à 6 reprises, oui, à 6 reprises. Et à 6 reprises, il y avait toujours quelque chose. Ou c'est moi qui suis rentré tard, ou quand je suis en train de rentrer, ses parents sont en train de la chercher. Il y avait toujours en tout cas quelque chose qui ont fait que dans cette période-là, on venait de passer, on va dire quoi, environ 2 mois, non? 2 mois, où on ne s'est pas vraiment touché. On se voyait, hein? On dînait ensemble, en rentrant, je prends par chez elle, on cause, et puis je pars et autres là. On doit se voir et autres là, mais on ne se voyait pas. Pour une personne à qui, genre, on va dire quoi, une personne que j'ai mis dans un rythme de 3 fois la semaine. Et tu coupes net comme ça pendant 2 semaines. Il y a quand Pas même, 2 semaines, enfin, ouais, pendant 2 mois. pendant 2 mois. Du coup, je ne dis pas que c'est une raison je ne dis pas que c'est une raison en fait pour elle d'aller me tromper. Non, loin de là. Sauf que Mais en fait, ça peut se comprendre. voilà, pour moi ça pouvait se comprendre dans la mesure où elle a été plus que expressive en demandant. Oui, ok. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je suis en train de dire. Maintenant, derrière, Donc, en fait, ça t'a permis de situer ta part de responsabilité dans son infidélité. voilà. Donc, Ok. en fait, dans l'affaire, je ne veux pas me contenter de la partie où je dirais qu'elle m'a trompé. Ok. Mais Je tu es me allé rends beaucoup plus loin dans ton analyse. Voilà. Donc, D'accord. c'est vrai qu'on a tout ça à chaud. C'est pour ça, moi, il dit que quand il y a infidélité, c'est vrai, il faut, si vous vivez ensemble, si c'est possible, il faut que l'un prenne un peu de la distance, de l'espace pour laisser l'autre, pour laisser celui qui a été trompé respirer ou bien et Faire le se rafraîchir les idées avant même d'envisager autre chose. D'accord. Mais je ne suis pas de ceux qui, il y a infidélité aujourd'hui, il y a rupture aujourd'hui. Non. Ok, d'accord. Alors, laisse-moi alors poser également la question aux autres. Déjà, Ida, je ne sais pas si tu es toujours là. Est-ce que tu pourrais redonner ta confiance après une infidélité? Christian, s'il te plaît, donne la parole à quelqu'un d'autre. Je suis au boulot et je vais finir ce que je fais dans 5 minutes et je pourrais réagir. Je suis en train de vous écouter. D'accord, ça marche. Fréjus, tu as la parole. Est-ce que tu peux redonner ta confiance à quelqu'un qui t'a déjà trompé? Alors, Christian, Oui, actuellement, moi, je suis au volant. Je vous écoutais, mais je ne pouvais pas trop parler parce que ça d'accord. va me nécessiter d'être concentré. Donc, là, je ne pouvais pas. Ok, d'accord. Du coup, je vais passer la question à Emmanuel, qui nous a rejoint tout le temps. Bienvenue, Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Emmanuel. Allô? Oui, Vous me bien. recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Vous pouvez vous présenter brièvement et parler un peu, enfin, donner votre statut également et répondre à la question. Bon, je viens de vous rejoindre. Bon, je propose de suivre d'abord, puis après me prononcer. D'accord, mais en attendant, vous pouvez vous présenter. Moi, c'est Emmanuel Bouessi. Je suis étudiant à la FSS en médecine. D'accord. Célibataire ou en couple? C'est compliqué. D'accord. Ben, il faut passer alors voir le coach. Il faut solliciter une séance et puis on va essayer de décompliquer tout ça. Alors, il y a D'accord, merci beaucoup. quelqu'un d'autre, il n'y a pas de quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté à Dobo Medagui. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous m'excusez, ma voix est un peu cassée parce que je suis là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, c'est Bérénice à Dobo Medagui. D'accord, Bérénice. Oui, je suis en couple. Je
travaille D'accord. dans une société Dans une société de... de la place. D'accord. Mhm. Alors, la question que je posais, en fait, c'était de savoir, est-ce que vous pouvez redonner votre confiance après une infidélité? Une infidélité. Oui. Bon, c'est un peu compliqué. Côté femme, si c'est l'homme qui commet une infidélité, nous femmes, on a toujours la facilité de redonner confiance. C'est vrai que ça prend du temps, mais on redonne facilement confiance. Je sais que du côté des hommes, c'est pas aussi simple. D'accord. Donc, ouais, du côté de la femme, c'est pas systématique, mais après un temps, on peut redonner confiance, même si cette confiance n'est plus à 100%. OK. Alors, il y a également Sabo qui nous a rejoint entre-temps, qui a rigolé tout à l'heure. Ah, d'accord. Je pense que là, on va lui adresser la question. Sabo, vous pouvez vous présenter et répondre directement. Qui a levé la main? Un instant, je donne la parole à Sabo. Vous pouvez y aller. Sabo, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et parler. Il a déjà répondu, non? Il a dit, si tu me trompes, je te trompe. Ah, d'accord. Oui, mais justement, en fait, moi j'aurais bien aimé savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Ah. Parce qu'il faut dire que cette phrase-là, on l'entend de plus en plus dans notre société. Mais, d'accord, elle a dit un instant, d'accord. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la solution? D'accord? Est-ce que c'est réellement ça la solution? Parce que, OK, tu me trompes, je te trompe. Tu me fais mal, je te fais mal. D'accord. Mais et après? À quel moment est-ce qu'on arrête de se faire cette guerre-là? Donc, il y a Ida qui lève la main. Ida, tu peux y aller pour ta réponse. Oui, je voulais que tu me rappelles un tout petit peu la question sur laquelle M. Machad avait longuement expliqué son point de vue. D'accord. Alors, la question, c'est est-ce que tu peux pardonner, est-ce que tu peux redonner ta confiance après une infidélité? Donc, juste après Voilà. ça, je vais donner la parole à Sago. D'accord, ça marche. Alors, je l'ai écouté longuement et je suis absolument d'avis avec lui. Lorsque il y a infidélité, c'est comme il l'a dit, c'est la responsabilité des deux partenaires. Il n'y a pas à jeter le tort sur l'autre. Il y a forcément eu un problème auquel vous avez participé activement. À moins que ce soit un partenaire cochon qui couche partout, à tout bout de champ. Il y en a. Il y a ceux qui sont malades et puis il y a les autres. Donc, du coup, je suis absolument d'accord quand il dit que la part de responsabilité est partagée. C'est égoïste et c'est petit de vouloir rejeter le tort sur son partenaire quand on sait que d'une part, on y a participé. Donc, du coup, je dirais, souvent, nous, les femmes, quand nos hommes nous trompent, on ne se calme pas et on ne situe pas les responsabilités. La chair est faible, comme on le dit, et il y a un proverbe africain qui dit « Le pénis en érection n'a point de conscience ». Donc, un homme en érection ne réfléchit à rien. La seule chose qu'il veut, c'est satisfaire son désir sexuel. Donc, on comprend que c'est certainement plus facile chez l'homme de tromper sa coépouse parce qu'à ce moment précis, son cerveau ne fonctionne pas. Il va certainement regretter l'acte après l'acte, mais jamais avant. Donc, du coup, nous devrions comprendre que ça arrive plus chez les hommes à cause de leur état. La femme,
c'est pas pour rien que Dieu nous a donné la grâce de porter des enfants. C'est parce que nous avons plus de contrôle sur notre corps, sur nos désirs sexuels. On arrive à se contrôler et on peut flirter avec un homme, l'embrasser, tromper son mari, arriver jusque dans le lit pour que l'acte se pose et se retirer. Nous avons cette force-là, nous avons cette capacité. Mais les hommes, non. On peut dire que rares sont ces hommes-là. Ils sont très, très rares. On peut les compter dans le monde. Donc, je suis absolument d'accord quand il dit qu'il faut situer les responsabilités, qu'il faut partager les responsabilités. Maintenant, est-ce que je pardonnerai une infidélité? C'est une question difficile. Et je me suis toujours demandé, je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu, et je ne sais pas aussi si c'est parce que je ne cherche pas à savoir, parce que je ne fouine pas peut-être dans le téléphone de mon mari, ou que je ne cherche pas à voir les signes. Mais j'ai eu la grâce, je ne me suis jamais confrontée à une telle situation. Jamais, avec aucun partenaire en grandissant, et même je suis mariée depuis plus de 5 ans, je n'ai pas encore vu ça. Donc, du coup, je me dis toujours, lorsque le moment arriverait, si cela arrivait, je ne sais pas comment je vais réagir. Ça va dépendre forcément de l'état d'âme dans lequel je me trouve au moment où ça arrive. Alors, une infidélité serait pardonnée si et seulement si celui qui a commis l'acte se repentit. Il est conscient qu'il a fait un grand mal et qu'il s'excuse pour cela et qu'il pose des actes adéquats pour se faire pardonner. Mais s'il en a l'habitude et que vous lui avez donné l'habitude, là, le problème, il n'y a plus carrément de problème parce que c'est la première fois il l'a fait, vous n'avez rien dit. La deuxième fois, il y avait. Donc, il n'y a même plus de pardon à accorder, en fait. C'est-à-dire, vous avez accepté le truc et la vie continue, quoi. Vous avez autorisé. Mais vous avez autorisé, exactement, c'est le mot. Vous avez autorisé. Donc, il n'y a plus à demander s'il y a un pardon à accorder ou non. Mais par contre, un homme qui ne vous respecte déjà pas, qui ne vous défend pas dans sa famille, vous avez déjà de petits problèmes. Déjà dans le foyer, difficilement on trouve son argent. Vous êtes en couple, c'est vous-même qui vous entretenez. Et cet homme-là va aussi être infidèle. Ah ben non, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas un homme goudja. Je ne pourrais pas le faire. C'est pour ça que je dis, il y a cas dans cas. Cette question-là, elle est à double tranchant. Donc, on ne peut pas y répondre tant qu'on ne connaît pas les faits de la situation et tant que l'homme en face de moi ne réagit pas d'une façon ou d'une autre. Donc, ce serait se leurrer que de dire, ah, si tu me trompes, je te trompe. Ou bien, si tu me trompes, je divorce. C'est faux. La vie n'est pas, c'est pas telenovela, quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc, c'est mon apport et je vous remercie. Merci beaucoup, Ida, pour ton avis, c'est pertinent. Il y a Sago qui est revenu, donc je vais lui donner la parole. Sago Myriam, tu es là, tu peux activer ton micro et nous donner ton avis. Ok, d'accord. Tu as mis oui, mais ton micro est toujours fermé. Bon, peut-être en attendant, je donne la parole à Gloria parce qu'elle avait ouvert son micro. Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire. Non, rien à dire. Hein. D'accord. Rien à dire. Alors, moi, Myriam, c'est bon, ton micro est ouvert? Ah, elle dit que son micro ne veut pas. Je crois qu'elle est connectée sur téléphone et c'est ça qui fait que ça déconne. Non, c'est animateur, oublie ça pour elle, non? Pardon? Non, micro, non. Bon.
écoute, on va peut-être avancer. Là, dès qu'elle va pouvoir se connecter à l'audio, elle pourra répondre aux différentes questions. Alors, au-delà de l'infidélité, d'accord, au-delà de l'infidélité, quels sont les comportements et les attitudes d'une personne ou d'un partenaire qui, chez vous, peuvent détruire la confiance ou qui peuvent retirer des points en moins par rapport à la confiance que vous avez en elle? C'est une question qui est posée pour tout le monde. Je ne sais pas si en temps Emmanuel est suffisamment rentré dans le bain, Bérénice également. Vu que vous n'avez pas encore parlé, je vous donne la parole en premier. Emmanuel? Oui, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Par rapport à la question qui vient d'être posée, ce qui pourrait retirer des comportements qu'on pourrait observer, qui pourrait faire en sorte qu'on retire des points à son partenaire. Je dirais en premier lieu, il y a un changement de comportement qu'on note, mais qu'on va noter. Le changement de comportement, littéralement, c'est un changement de comportement qui fait qu'on commence à douter en fait de son partenaire. D'abord, non, par exemple, hein, si d'habitude vous avez l'habitude de vous écrire, excusez la répétition, si vous vous écrivez régulièrement les soirs et que d'un moment à un autre, peut-être l'heure à laquelle bien vous convenez, puisque chacun a une occupation, je suppose, vous convenez pour communiquer, elle n'est pas au rendez-vous. Bon, je suis un homme, elle n'est pas au rendez-vous, bon, il ou bien elle n'est pas au rendez-vous, ou bien les marques d'attention diminuent, d'accord? Les mots doux, les appellations, les noms particuliers qu'on s'est donnés, on constate que la fréquence à laquelle on les emploie diminue. Pour un rien, un comportement que son ou sa partenaire tolérait, on se rend compte que d'un moment, d'un jour à l'autre, Ça commence par la je veux dire, on déranger. irait faire. Ou elle pète un câble. Voilà, pète un câble. Donc, quand on commence à constater ça, on se dit que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et même quand on essaie d'aborder la question, son ou sa partenaire fuit la discussion. OK. Donc, à mon sens, c'est ces éléments-là qui commencent à faire... On doute de son partenaire. oui. D'accord. Alors, je pense que dans votre intervention, il y a quelque chose de pertinent. Il y a une question que j'allais poser, mais vous y avez répondu. Le changement de comportement en soi, il faut souvent en parler. Il faut souvent ramener la discussion, essayer de comprendre le pourquoi de ce changement de comportement. C'était la question que j'allais poser. Si vous avez... Enfin, si éventuellement ça vous est arrivé une fois, si vous avez pu en discuter, communiquer autour de ça pour comprendre le fond de ce changement d'attitude-là. Et vous l'avez dit, vous avez peut-être essayé et le partenaire en face fuit la discussion, d'accord, ou l'évite carrément. Donc là, ça peut effectivement amener à se poser des questions sur son implication effective dans la relation. Oui, peut-être si vous permettez, si vous permettez, j'aimerais compléter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Si on essaie de faire la discussion, soit elle fuit la discussion carrément, ou bien lorsqu'elle se décide, hein, lorsqu'elle ou bien il se décide à faire la discussion, carrément, on va le dire comme ça de façon brute, elle ment, bien il ou elle ment. D'accord, mais qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'elle ment? En sorte,
Bon, donc c'est-à-dire que si, bon, peut-être sur deux discussions, vous constatez que, bon, malgré que vous ayez discuté de ça antérieurement, ça perdure et que c'est des arguments, des alibis qui sont dites. Bon, ça fait que franchement, on se dit, ben, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, d'accord. Alors, Merci. je vous en prie. Bérénice, quel est votre avis sur la question? Quels sont les comportements ou les attitudes qui, selon vous, peuvent entacher ou amenuiser la confiance dans le couple? Bérénice, vous êtes là? Je suis là. Bon. Et Chétan nous a rejoint entre-temps. Bon, elle a changé de compte. Là, on t'entend. Tu veux bien, tu veux répondre à la question? Tu veux y aller? Oui, je vais y aller. Donc, je me D'accord. présente, c'est Péchitan Sabo, je suis étudiante. Et par rapport à la question de tout à l'heure concernant L'infidélité? l'infidélité, et Oui. comme en fait, celle qui était intervenue avant que je ne devrais intervenir l'a dit, c'est au cas par cas. Et en fait, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'elle dit en fait que si le partenaire ne la prend pas en charge, il faut croire que en fait, la majorité des femmes de nos jours croient qu'être avec un partenaire, c'est une prise en charge. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est plutôt faire plaisir à son partenaire, mais que de la prendre en charge complètement, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que vous êtes au même niveau social, vous avez le même statut. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'autre serait obligé de forcément te prendre en charge, te faire plaisir, en fait, de temps à autre, ça c'est normal, mais te prendre en charge, moi, je ne suis pas de cet avis. Et ça, c'est mon avis. Maintenant, concernant les fidélités, moi, personnellement, je suis contre. C'est rédhibitoire pour moi. Mais comme on le dit, avec le temps, on prend du recul. À mon... en fait, au cas où je serai dans la situation, je verrai. Ça va dépendre vraiment du comportement et de comment j'ai découvert l'infidélité. S'il me le dit lui-même, je peux peut-être, comme on dit, une faute avouée à moitié pardonnée, je peux peut-être dans cet état d'esprit essayer de passer l'éponge, mais ne veut pas dire que je vais oublier, quoi. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Mais en vrai, s'il te trompe et que tu ne le découvres pas à un autre moyen, tu ne vas pas le tromper non plus. Non, ça c'est juste une blague. Hein. Ok, C'est juste la chanson qui dit tu me trompes, je te trompe. Nous ok, tromper. d'accord. Non. Alors, en temps, je dis bienvenue à Dr Pascaline Fassinou. Il y a Machat qui a levé la main, donc je donne la main rapidement à Machat. Ensuite, on va revenir à Pascaline. Machat, tu as levé la main. Tu es difficile à joindre. Ah, d'ici quel c'est qu'on appelle Ramon, c'est qu'on appelle du coup Ramon là. Machat, tu as la parole. Oui. Ok, d'accord. En fait, je voudrais rebondir sur ce qu'elle vient de dire par rapport D'accord, à l'aspect vas-y brièvement. de prise en charge. Moi, je pense que, je ne pense pas que celle qui a parlé en première position, quand elle parlait de prise en charge, parlait, on va dire quoi? Prise en charge. Moi, je pense que, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, tous les hommes ici présents, généralement, veulent une femme soumise, veulent une femme, on va dire quoi? Une femme docile, obéissante, tout ça là. Une femme soumise, en bref. Okay. Mais je pense que ce qui confère ce droit-là, ce qui confère ce droit, ce qui permet à l'homme, en fait, d'espérer ou bien de revendiquer le droit d'une femme soumise, on va dire quoi? C'est le fait que, normalement, l'homme est censé être le responsable de la famille. Oui. On a beau gagner les mêmes salaires, tu as beau gagner Merci plus que là-bas. moi. Je savais qu'elle allait réagir. Vas-y, ma chatte, t'as mis ton intervention. Le responsable de la femme, ce n'est pas, on va dire quoi, agent. Et quand je suppose que je suis docteur, ma femme est docteur, par exemple, et je sais qu'on gagne approximativement la même chose.
c'est mon statut de responsable et de responsable de la famille qui fait que quand moi, je vais rentrer à la fin du mois, je vais déposer peut-être 50%, voire peut-être 40% de mon salaire pour dire que ça, c'est la popote. Ou bien, et je ne sais pas si c'est le mot prise en charge qui n'est pas bon, mais je pense que l'homme étant le responsable de la famille, et c'est ce statut-là qui fait qu'on dit, je veux qu'une femme soit soumise, je veux qu'une femme fasse ci, qu'une femme fasse Oui. ça. Si Oui. derrière, en fait, je me dis que cet aspect-là, c'est tellement fondamental pour moi. Je me dis que tu ne peux pas être quelqu'un, à moins que tu n'aies pas les moyens. Et même quand tu n'as pas les moyens, je pense qu'il faut compenser. Il faut équilibrer. Genre, tu peux être pauvre dans la, comment dirais-je, dans la poche et être pauvre dans la tête. Merci. C'est-à-dire dégager Non, de mais un banc pour lui, là, s'il vous plaît. Les bancs sont collés aux tables. Alors, peut-être pour compléter un peu ce que Machad est en train de dire, au-delà du sens de responsabilité, une femme est soumise quand elle se sent aimée. Merci. Une femme à qui on donne de l'amour, une femme à qui on montre qu'elle est vraiment importante pour soi, à qui on donne de la valeur, il n'y a pas de raison qu'elle se montre insoumise, à moins que par nature, excusez-moi le terme. Oui, quand c'est une réciproque, d'accord. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir des femmes soumises à condition qu'on se montre responsable et aimant. C'est tout. C'est clair. Ça ne se réclame même pas. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement lorsque les deux sont réunis. Alors là, je vais passer la parole à Pascaline Facine, qui va déjà se présenter et nous donner également son avis sur la question en instance. Donc, Pascaline, tu es avec nous? Allô? Bon, il y a Fréjus qui nous a rejoint. Oui, Fréjus. Oui, avant de quand même passer la parole à Pascaline, là, j'aimerais revenir sur la question de prise en charge. Est-ce que réellement ce que Machad a dit, c'est ce que pense réellement Ida? Parce que d'après ce que Machad a dit, bon, la prise en charge dont Machad a parlé, je n'ai rien vu d'extraordinaire, c'est ce qui se fait d'ordinaire. Quand tu parles de popote et autres, je peux répondre, hein? Je suis là. Ok, je veux bien que tu me répondes si c'est bien ça. Oui, c'est bien cela. Qu'est-ce que vous appelez une prise en charge? Prise en charge. Chef de famille, la prise en charge, si vous êtes en train de parler des relations sur le banc, des choses comme ça, dans ça là, il n'y a peut-être pas prise en charge. Mais un homme responsable qui sait qu'il veut faire d'une femme une épouse, qu'elle vive ou pas chez cette, c'est que le minimum pour qu'elle puisse être sa copine, il doit le lui donner. Moi, je ne parle pas forcément de ces relations que nous avons avant le mariage. Je parle de deux personnes qui se sont mis d'accord, mariées ou pas, pour partager leur vie ensemble. On ne peut pas, par exemple, être en couple, peut-être depuis la classe de première, la classe de terminale. Nous sommes passés à l'université. Et que je puisse tout attendre de mon père. Du moment où nous avons goûté aux fruits défendus, il y a une prise en charge automatique de vous le dire. Si vous goûtez aux fruits défendus pendant que je vis chez mon père, alors mon père, je ne suis plus la responsabilité de mon père. La loi dit, je ne dirais pas la loi forcément, mais je dis la loi peut-être universelle dit, un homme qui goûte aux fruits défendus d'une femme, elle devient sa prise en charge. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui... Par contre, sur ce point-là, moi, je ne serais pas totalement... oui, toi et moi, tu sais qu'on a toujours été, on a toujours parfois eu des idées où on discute de bout en bout. Mais c'est parce que la modernisation aujourd'hui vous impose certaines choses. C'est pourquoi on ne veut pas parler de prise en charge parce que nous avons le même salaire. Je le dis à qui veut l'entendre. Que vous soyez une femme ou un homme, si vous voulez de la paix dans votre foyer, assurez-vous que le chef de famille prenne entièrement ses responsabilités. Le loyer, ce n'est pas 50-50. Ce n'est pas partagé. La popote, ce n'est pas partagé.
il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas demander à la femme de faire 50-50 ou bien de faire 40 et 60. Parce que Dieu lui-même a institué cela. Lorsque la femme commence par jouer le rôle de l'homme dans un foyer, vous ne ferez pas long feu. Vous allez lui permettre d'avoir plus d'argent pour avoir une maîtresse. Un homme qui prend son salaire pour s'occuper entièrement de sa maison, mais il n'a pas le temps de chercher une femme dehors. OK, madame lui fait 50-50 avec lui, mais il a du surplus. S'il veut jacasser, prendre plaisir avec d'autres femmes, il le fera. Les choses ont été instituées pour une raison. Contraire avec l'argent n'amènera pas un homme à être fidèle ou pas. Si à la base... Je suis d'accord avec toi, mais je te dis que ça va limiter les dégâts. Christian, bon, ça va limiter les dégâts. La prise en charge dont on parle, aujourd'hui, les filles exagèrent, je suis d'accord. Que nous, femmes, là, on exagère. Merci. Dès qu'on rencontre un homme aujourd'hui, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines après, je vais aller me tresser. Maman, merci. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas de ce genre de relation. Je parle de ces gens qui ont décidé de partager leur vie ensemble. Là-bas, il n'y a pas de prise en charge. Ce n'est que normal. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Pascaline qui a levé la main. Elle va se présenter déjà et nous donner son avis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Pascaline Fassinon, je suis médecin. Voilà, c'est tout simple comme ça. Je suis désolée d'abord parce que je n'ai pas suivi tout le débat qui se faisait déjà. Je n'ai pas suivi tout ce qui se disait, donc mon avis ne serait pas forcément très complète et pas forcément dirigé vers la thématique de base. Mais je voulais juste faire un petit apport ou partage d'opinion par rapport à ce que Mme Ida vient de dire. C'est justement pour ça que j'ai levé la main. D'accord. Si ça ne vous gêne pas, je peux y aller. Oui, bien sûr, vas-y. Ok, d'accord. J'ai écouté un peu, je ne connais pas toute l'histoire, mais j'ai écouté quand même ce qu'elle a dit là, tout de suite. Pour moi, dans ma tête, peut-être je suis anormale, ça arrive. Quand on décide de se mettre ensemble à deux, c'est plus une notion de prise en charge, c'est vrai. Mais moi, je vois les choses un peu bizarrement. Quand on dit ne pas partager le loyer, ne pas partager la popote et tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que de façon classique, on peut se décider entre nous, des rôles pourraient être vôtres en tant qu'homme et d'autres rôles pourraient être miens en tant que femme. Parce que moi, je ne dis pas forcément que c'est du 50-50. Parce que quand on y voit clair, quand on dit le loyer, c'est fixe en fait. Peut-être l'argent qu'il donne, peut-être que c'est encore fixe. Mais quand on dit par exemple le rôle de la femme, elle va acheter des tenues, des trucs pour ses enfants, acheter des trucs pour la cuisine, ça n'a rien de fixe. Dans la mesure où ce qui est vendu aujourd'hui à 200 peut être vendu demain à 1000 francs. Donc, du coup, ça n'a rien de fixe. Et d'un moment à l'autre, en fait, les dépenses subtiles comme ça de la femme peuvent bien aller au-delà du loyer de la popote ensemble. Donc, ça n'a pas, c'est pas une histoire de 50-50, c'est pas une histoire de pourcentage. Mais par contre, je pense que c'est beaucoup plus si on se dit qu'on veut être ensemble, et je ne parle pas des coups rapides ou des petites relations, c'est une histoire de compromis, de répartition de tâches. Et moi, je pense que de ce que je vois des hommes d'aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que l'argent n'est pas un frein, hein, parce qu'il y a des gars aussi aujourd'hui, des femmes bien là, au dehors, qui draguent les gars, qui sont prêts à leur payer l'argent, hein, qui sont prêts à leur payer l'argent s'ils sont d'accord. Donc, en fait, il y en a plein comme ça. Donc, je pense que l'argent n'est pas forcément un frein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont plus sous un toit de quelqu'un, qui n'ont pas forcément besoin, qui sont peut-être généralement sous le titre de femmes émancipées, qui n'ont pas forcément besoin que le gars en question leur rajoute de l'argent, en fait. Mais beaucoup plus que elles sont prêtes à dépenser, mais quand même être sous la couverture de celui-là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une histoire de conception de la relation par l'homme lui-même, de responsabilité et d'amour, en fait, d'engagement.
Donc, ce n'est pas une histoire d'argent, forcément. Ce n'est pas une histoire de... Je pense beaucoup plus à une décision personnelle que l'homme prend, en fait, d'être avec telle personne, d'être engagé avec telle personne. Mais l'argent, le bien matériel, tout ça, ça n'a pas de frein en termes de fidélité masculine. C'est tout ce que je pense et c'est tout ce que je voulais dire. Ça peut être contraire, mais bon, ça demeure mon opinion. D'accord. Alors, peut-être pour faire une synthèse, j'ai l'habitude de dire qu'en matière de vie en couple, il n'y a pas de standard. Ce qui marche pour un couple ne marchera pas forcément pour un autre couple. D'accord? L'essentiel, c'est que chacun puisse trouver un équilibre par rapport à sa perception et envers son partenaire. C'est-à-dire, Ida, par exemple, ne se mettrait, par exemple, jamais avec un homme qui va lui dire le loyer, on fait moitié-moitié. Mais par contre, Pascaline serait peut-être plus ouverte à cette idée. D'accord? Donc, il n'y a pas de standard, en fait. Chacun avec sa conception de la vie en couple. D'accord? Et l'important, c'est que chacun puisse trouver son équilibre. D'accord? Donc, on va essayer peut-être de se recentrer davantage sur le sujet de cet après-midi, qui est fondamentalement la confiance. Donc, comment est-ce qu'il faut construire la confiance dans une relation? Je pense que ce qui est la phrase forte qui est ressortie cet après-midi, c'est que une confiance dans une relation, elle se construit, elle ne se donne pas. D'accord? Et elle se construit au fil des comportements que l'on observe chez son partenaire qui nous inspirent confiance ou pas. D'accord? Entre autres, on a parlé du respect de la parole donnée, on a parlé de l'honnêteté. D'accord? Et peut-être pour aller un peu plus en profondeur, en tout cas, de mon point de vue de coach, je dirais que la confiance dans une relation est basée fondamentalement sur 4 éléments. D'accord? Le premier élément, c'est la franchise. Donc, il faut être franc, il faut être honnête. Et l'honnêteté, Macha, dont on a parlé, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Il faut pouvoir être vrai. D'accord? La deuxième chose qui, à mon avis, permet de construire et de consolider la confiance dans un couple, c'est l'ouverture de soi. On ne peut pas avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas. Une personne qui fait du mystère autour de sa personnalité, qui fait du mystère autour de ses projets, qui fait du mystère autour de ses actes quotidiens. En fait, cette personne-là ne donne pas l'opportunité à son partenaire de mieux le connaître. Et à partir de ce moment-là, il va être difficile d'avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas. Donc, il est important de s'ouvrir à son partenaire pour pouvoir construire cette confiance-là. Le troisième élément qui, à mon avis, permet de construire la confiance dans une relation, c'est la bienveillance. Et par bienveillance, j'entends la capacité de chacun dans le couple à rechercher le bonheur de l'autre, à rechercher le bien-être de l'autre. Donc, on fait tout pour que l'autre soit heureux ou qu'il soit bien. D'accord? Donc, on ne ferait rien qui va amener l'autre à se sentir mal à l'aise ou qui va le faire se sentir mal. Donc, par bienveillance, on recherche toujours le positif chez l'autre, on recherche toujours à le mettre bien. Et le dernier élément, on l'a déjà abordé, c'est le respect de la parole donnée. Donc, quand on donne sa parole, il faut la respecter. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qui dit qu'il fera, mais qui en réalité ne fait jamais. Donc, à mon avis, ce sont les 4 éléments qui permettent de construire la relation, de construire la confiance dans une relation. Et enfin, je profite déjà pour l'annoncer. Ces 4 éléments-là qui permettent de construire la confiance, c'est vrai que là, je les ai assez résumés, c'est un résumé assez condensé, mais vous allez retrouver ces 4 éléments-là dans mon livre qui va sortir d'ici le mois de novembre. D'accord? Je l'ai appelé les 6 piliers d'une vie de couple. D'accord? Et ces 6 piliers-là, la confiance en fait partie. D'accord? Entre autres, fondamentalement, je vais peut-être vous donner un avant-goût du contenu du livre.
Dans un premier temps, le premier pilier, c'est la vision. D'accord? Donc, on a la vision qui est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est la communication, qui est très importante dans un couple. C'est vrai, on va communiquer dans un couple, mais sans le troisième pilier, ça ne sert à rien de communiquer. Le troisième pilier étant la compréhension. Donc, si on communique sans se comprendre, ça ne sert à rien. Donc, se comprendre, la compréhension est le troisième pilier. Le quatrième pilier, là, on va retrouver beaucoup plus la complémentarité. Parce que je pense que comme on l'a quand même abordé, même si on n'a pas mis le mot complémentarité là-dessus, il est important que lorsque on rentre dans la vie de quelqu'un, on lui apporte quelque chose. D'accord? Donc, la complémentarité est le quatrième pilier. Nous avons ensuite la complicité qui permet de faire vivre justement la relation, et enfin la confiance. Donc, fondamentalement, voilà les 6 piliers dont j'ai parlé dans le livre. Et je profite également de l'occasion pour vous annoncer déjà que dans les jours à venir, je vais lancer les pré-ventes. Donc, disons que vous avez l'exclusivité de l'information. Le livre sera en pré-vente à... la pré-vente, ça va être une édition limitée, donc personnalisée, qui sera à 10 000 francs. Donc, pour ceux que ça intéresse, il vous suffit juste de m'envoyer un petit message après le talk, et puis on va voir dans quelle mesure on organise votre achat. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la pause publicitaire dans notre talk. Alors, sur les 4 éléments que j'ai énoncés, est-ce que vous avez des avis? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez partager? Il suffit juste de lever la main, je vous donne la parole. Oui, Pascaline? En fait, j'ai en même temps une question et un apport. Voyez. Moi, je me dis, en termes de bienveillance, OK, penser le bien de l'autre, je pense qu'il est très important, à mon sens, que la bienveillance ne soit pas un élément qui vous aveugle. C'est-à-dire que votre envie de voir le bien dans l'autre ne vous empêche pas, de voir le mal également qu'il y a en lui. Deuxièmement, votre envie justement de faire du bien à l'autre ne vous empêche pas vous-même d'abord de vous faire du bien. Parce que moi, je pense aujourd'hui, à mon sens, que pour rendre heureux quelqu'un d'autre, pour penser le bien pour quelqu'un d'autre, il faut d'abord penser le bien pour soi. Ça n'a rien d'égoïste. Je me dis juste que si je veux que je sente bon aux yeux des autres, il faudrait d'abord que moi-même, j'ai l'impression que je sente bon. Il ne faudrait pas que je sois juste sale et que je pense que les autres vont penser que moi, je sens bon, en fait. Donc, pour être heureux avec lui, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Tout à fait. Donc, c'est quoi les limites de la notion de bienveillance, en fait? Très bien. Alors, la bienveillance dont je suis en train de parler, ce n'est pas notre bienveillance envers notre partenaire, mais c'est plutôt la bienveillance de notre partenaire envers nous. Parce que c'est ce qu'il fera qui nous permettra d'avoir confiance en lui. Donc, s'il pose des actes qui nous montrent que c'est quelqu'un qui recherche réellement notre bien-être, ça peut être un élément qui va nous permettre d'avoir confiance en lui. Mais si c'est quelqu'un qui n'a aucune bienveillance envers nous, quelqu'un qui, enfin, on a 2 cas, quelqu'un qui a la limite, il s'en fout totalement de ce qui nous arrive, ou quelqu'un qui nous montre clairement qu'il ne nous veut pas forcément du bien, là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en cette personne-là? Parce que la confiance dans le couple, comme on l'avait dit au début, ça va largement au-delà de la confiance classique qu'on connaît. D'accord? La confiance dans le couple, en réalité, c'est en griffe de confier sa vie à l'autre. Parce que vous dormez à côté de la personne, pendant que vous êtes endormi, vous ne savez pas de quoi l'autre est capable. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant envers vous, pendant que vous êtes en train de dormir, il peut mettre fin à vos jours. Donc, la confiance dans le couple, c'est quelque chose qui va bien au-delà. Et c'est pour ça que c'est important de déceler de la bienveillance chez cette personne-là avant de pouvoir lui accorder sa confiance. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu de façon satisfaisante à
à ta question. Oui, pour moi, ça peut aller, merci. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur les 4 éléments dont j'ai parlé? Gloria, Ida, Bérénice, qui n'a pas beaucoup parlé, Emmanuel, Machad, Féichétan, Antonia, Diaro qui nous a rejoint. Je suppose que c'est Amandine Fréjus. Oui, Ida. Ah, je suis ton meilleur élève. Hein. Tu sais que je te suis depuis combien? 10 ans. Donc, pratiquement. Question, tu vas me frapper. Non? Ou bien. Féichétan, bon appétit. Merci. Vas-y, Ida, je t'écoute. Oui, comme je te disais, je n'ai pas de questions. Je voulais juste amuser un peu la galerie. Donc, voilà. Merci quand même. J'attends vivement la copie de mon livre. Oh, tu l'auras. On se capte à la fin. On discute de comment je t'envoie ton exemplaire. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis là-dessus? Gloria, tu es toujours là. Tu as un avis, Machad? Quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter pour moi. D'accord. Féichétan, tu as un avis pour nous là-dessus? Non. D'accord. Bérénice, un avis? Bérénice n'est pas en... OK. Non, oui, non, en fait, c'est parce que je suis au volant, donc c'est pour ça que je ne suis pas très active. Je suis OK. très concentrée, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Emmanuel, un avis? Emmanuel non plus. D'accord. Emmanuel, OK, d'accord. Je vous envoie mon numéro WhatsApp. Voilà. Emmanuel, vous avez mon numéro dans la discussion. Machad, tu as un avis, un complément à faire? Non, c'est bon. OK, d'accord. Amandine, un avis? Je pense que c'est en même temps le dernier tour de table. Amandine, un avis? Non. Fréjus? Ok, bon, moi, je n'ai pas d'avis. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de Ida. Mon portable était déchargé, donc je n'ai pas pu suivre sa présentation concernant ma question. Bon, bref, je ne vais pas encore revenir sur ça pour déprogrammer la séance. Sinon, je n'ai pas d'avis à donner. Tout ce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté complémentarité dont tu as parlé et surtout la bienveillance envers son partenaire. Parce que c'est très important. Oui. Donc, tous ces éléments-là sont dans le livre. Quand tu ne reçois pas de la bienveillance. Pardon? Tous ces éléments-là, je les ai détaillés en fait dans le livre. Donc, ce qu'on va faire, je te laisse mon contact dans la discussion. Okay. Et puis, on pourra s'écrire par WhatsApp pour discuter. D'accord? Et puis, tu pourras réserver éventuellement ton exemplaire pour avoir plus en détail sur tous les éléments. Ok, c'est bien. Je viens de voir ton contact. Ok. Pas de souci. Ça marche. Du coup, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce talk. Ça a été un moment de riche échange. J'ai pris beaucoup de plaisir en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Donc, on est arrivé à la fin de notre échange. D'accord? Donc, au passage, là, j'ai enregistré le talk. Donc, si ça ne vous dérange pas,
Je l'espère, les gens qui nous aident. Si ça ne vous dérange pas, je vais le mettre en ligne sur YouTube pour que ceux qui n'ont pas pu participer puissent également. Pas d'image, je suis en train de manger. Bon, ce que je vais peut-être faire, je vais juste extraire l'audio et mettre une autre image là-dessus, d'accord, pour que vos visages et vos noms, enfin, tout ça soit quand même gardé secret. Donc, je demande déjà votre autorisation. Oui, j'ai une Ok, image. je pense que la dernière option que tu as choisie est la meilleure. Voilà, donc je Alors, récupère savais même pas l'audio que et tu je as mets une autre enregistré. image. Voilà. Si tu peux même m'extraire la partie de ma question, de la réponse fournie par Ida, là, ça va me faire plaisir. Hein. Bon, dès que je vais terminer, tu pourras avoir accès à ça et éventuellement, tu pourras réécouter son avis sur ta question. Ok, merci bien. Je t'en prie. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce talk. Je pense qu'il y en aura un autre dans 2 semaines. D'ici là, je vais annoncer le thème. Et puis, on pourra éventuellement se retrouver si ça vous intéresse. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en votre compagnie. Ah oui, mais de préférence le week-end, parce qu'en semaine, tu ne pourras pas m'avoir. Là, on est en week-end. Oui, je dis, si tu programmes, ça n'a qu'à être de préférence en week-end. Oui, bien sûr, ce sera toujours en week-end. D'accord. Ça marche. Merci à tous d'avoir participé à ce talk. On s'attrape d'ici 2 semaines pour une nouvelle thématique. Donc, bien évidemment, je vais l'annoncer par mes canaux habituels, donc, par WhatsApp, par Facebook, Instagram. Donc, vous pourrez toujours vous connecter à la page ou à mon profil personnel. Mon profil personnel, c'est Christian Caleb Dumater. Et la page, c'est Bonheur Sentimental Soroker sur Facebook. Et sur Instagram, c'est Soroker tout simplement. Donc, merci à tous et passez un très bon week-end. Ciao. Merci, Paul. Merci, pareil à vous. Merci, pareil à tous. Ok, bye.